Est-ce que vous voyez bien là? Oui, oui, on voit, être transparent. Ok, super. Par contre, n'hésitez pas, je pense à peut-être intervenir ou me couper la parole pendant la présentation pour que ce soit peut-être un peu plus vivant. C'est à vous de voir comment vous voulez procéder ou comment vous procédez habituellement, mais en tout cas, je ne vois aucun inconvénient à ça et l'activité hospitalière nécessite dans notre génétique d'être interrompue en permanence, quelle que soit notre activité d'ailleurs. Donc, ça ne me pose absolument aucun problème, au contraire. Ok, donc moi je suis PUPH, donc professeur des universités en nutrition, praticien hospitalier. Je dirige le service de médecine de l'obésité à l'hôpital Pompidou à Paris. Donc, pour votre information, il y a une labellisation par le ministère de la Santé il y a quelques années maintenant de centres spécialisés obésité. On appelle les CSO. Donc, je vous parle juste de ça parce qu'on y reviendra vraiment tout à la fin, qui sont donc des centres de référence pour prendre en charge l'obésité sévère. L'obésité, ça se définit par l'indice de masse corporelle, donc d'un de vos anciens confrères Ketley, qui a défini donc cet indice de Ketley qui a toute une série d'imperfections, mais plein d'avantages pour classifier établir une norme et classifier les personnes en fonction de ce degré d'indice de masse corporelle qui va nous dire dénutrition, poids normal, surpoids, obésité de grade 1, 2, 3. Et donc, au-delà de 30, c'est l'obésité. Au-delà de 35, c'est l'obésité sévère ou grade 2. Au-delà de 40, pardon, c'est l'obésité de grade 3. Donc, moi, je suis affilié à l'Université de Paris, à une équipe qui dépend donc du centre du CRES, qui est un centre d'épidémiologie qui est à l'hôpital Hôtel-Dieu à Paris, dirigé par Philippe Raveau. Et je suis dans une équipe qui s'occupe qui fait du développement de méthodes d'évaluation des thérapeutiques, donc l'équipe Methods, dans laquelle, donc moi je fais de l'épidémiologie, de l'obésité, un peu du diabète et pas mal autour de la chirurgie de l'obésité, donc en utilisant de l'épidémiologie observationnelle ou de l'intervention. Donc on fait des essais cliniques, mais aussi on utilise des bases de données comme le SNDS pour utiliser des grosses bases de données qui permettent de poser des questions qu'on ne peut pas aborder par de l'épidémiologie clinique parce qu'on n'a pas assez de patients. Et donc, on fait appel à des grosses bases de ce genre-là. Voilà. Bon, c'était un peu long, mais c'était juste pour vous replacer un peu l'activité à la fois clinique et universitaire. Donc, le Covid, ou la Covid, oui, mais je vais quand même vous montrer quelques diapos autour de l'obésité. Je pense que c'est un peu indispensable, sinon vous ne comprenez pas et vous ne comprendrez pas pourquoi on s'intéresse à ça. La première chose, et là, c'est un peu, parce que Gabriel m'a demandé aussi d'aborder un peu des questions peut-être plus générales, pas uniquement cliniques ou d'épidémiologie, mais pour qu'on discute de paradigmes un peu différents. Donc, vous pouvez voir l'obésité comme une anomalie ou quelque chose qui est en dehors de la norme, ou quelque chose sur laquelle vous pourriez avoir un point de vue on va dire philosophique ou sociétal, peu importe, euh, voire même un avis. Et en fait, moi, je vous propose une autre façon de voir les choses et de vous dire que finalement, l'obésité, c'est une réponse adaptative, donc une réponse normale, une réponse intelligente à finalement un environnement est bien un environnement qui est juste modifié. Et cet environnement modifié, c'est eh bien, une augmentation et une mise à disponibilité permanente d'une offre alimentaire qui est devenue pléthorique partout sur nos déplacements, et puis une sédentarité qui s'est franchement accrue dans la population. Alors, je crois que j'ai l'histoire de demande de réactivation de micro. Il faut que je fasse quelque chose. Alors, attendez. Tac, tac, tac. Je ne sais plus comment on fait.
Si tu as une idée, Gabriel, n'hésite pas. Je ne sais pas s'il faut que je fasse quelque chose ou pas, en fait. Non, non, tu n'as rien à faire, je pense. J'ai rien à faire. Ou on t'entend en tout cas. Ah, vous m'entendez, ok. Donc voilà. Deuxième chose, pourquoi on prend en charge l'obésité? C'est une maladie chronique qui est une source de handicap, qui est associée à plein de complications. Je vais vous montrer juste une diapo sur ça après, qui augmente la morbidité et la mortalité, notamment cardiovasculaire et par cancer. Et puis, sur le plan sociologique, ça engendre une discrimination et notamment une modification des trajectoires sociales des patients et un impact aussi sur le recours aux soins et notamment un moindre dépistage des cancers, en particulier des cancers gynécologiques, ce qui notamment explique la plus grande mortalité par cancer. Donc en fait, on a tendance maintenant à plutôt parler de désobésité, c'est-à-dire que en fait, l'obésité ou les obésités, c'est plutôt un modèle de polypathologie. Et je vous résume très brièvement sur une seule diapo, finalement, toutes les complications qui sont associées à l'obésité. Alors, ce que vous avez en tête, c'est des choses que le grand public, les gens même qui ne sont pas scientifiques connaissent. Donc, c'est le diabète, les maladies des lipides, du cholestérol, l'hypertension artérielle, donc ça c'est des choses plus connues. Et puis il y a des choses un peu moins connues, c'est notamment ce qu'on appelle la stéatohépatite non alcoolique, la NASH, qui est en fait une conséquence de l'accumulation de graisse dans le foie, très directement liée à l'obésité, très directement liée au comportement alimentaire, et qui fait qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de pays pour lesquels cette NASH, cette maladie du foie, est en train de devenir finalement une des premières causes de transplantation hépatique, en devançant les virus, en devançant ce qu'on connaissait par exemple sur la cirrhose liée à l'alcool. Donc il y a maintenant des cirrhoses métaboliques qui sont liées à l'obésité. Et puis il y a toute une série de complications comme le cancer notamment, et des pathologies respiratoires. Donc voilà, très très brièvement, juste pour vous décrire en quoi consiste la prise en charge, la médecine de l'obésité, c'est la détection et la prise en charge de toutes ces complications. C'est ça qui nous occupe au quotidien. Fréquent, pas fréquent. Donc oui, l'obésité, c'est fréquent. C'est aujourd'hui 16% de la population en France. Donc ça, c'est des données qu'on a publiées sur la cohorte Constance. Donc c'est une cohorte de 200 000 personnes en population générale, un échantillon presque significatif, presque représentatif, de la population française. Je ne rentre pas dans les détails ici, mais on est en train d'actualiser ces données sur des données transversales répétées de 2013 à 2016, puisque ça, c'est des données qu'on a publiées maintenant il y a plusieurs années, et qui vont réactualiser donc des données de prévalence de la population française sur un échantillon de près de 63 000 personnes. Donc, je ne vais pas m'étendre sur ça aujourd'hui, mais globalement, la prévalence va rester autour de 14, 15, 16% de la population française. Et puis, juste une petite aparté, vous voyez ces tout petits chiffres sur la partie droite, ces petits chiffres qu'on ne regarde jamais, mais qui en fait perturbent beaucoup le système de santé. Quand on prend l'obésité de classe 2 ou classe 3, c'est-à-dire des IMC au-dessus de 35 kg par mètre carré ou 40 kg par mètre carré, eh bien, c'est près de 3-4% de la population française. Mais c'est des patients qui nécessitent en fait d'être pris en charge dans des CSO, ce dont je vous parlais au début, des centres spécialisés obésité, qui sont des centres de recours. Alors, les questions d'accès aux soins, oui, on a publié ça il y a plus de 2 ans maintenant avec un médecin urgentiste qui a fait une thèse d'épidémiologie avec moi et qui a montré que plus l'obésité augmentait, plus les classes d'obésité augmentaient, donc plus on allait vers de l'obésité sévère ou massive, donc grade 2, grade 3, plus en fait on avait une proportion de patients qui consultaient aux urgences, donc ça c'est à partir des données de la cohorte Constance et des données qui sont issues de l'ex-SNIRAM, donc SNDS maintenant. Donc on a pu accéder aux consommations de soins des patients qui nous montrent que plus on a une obésité sévère, plus on va être un super user du système de santé par l'entrée des urgences et que ça se fait au détriment finalement, et ça c'est des choses qu'on est en train une publication qu'on est en train de finaliser, c'est au détriment de toutes les consommations de soins de prévention, ophtalmo, plutôt de prévention qui éviterait que les patients
aillent à un degré plus avancé de leur maladie obésité. De la même façon, c'est une autre illustration. Les personnes obèses par rapport à des personnes de poids standard ont par exemple plus de difficultés à lire, à écrire, ont moins d'accès à Internet. Vous voyez, donc tous ces marqueurs indirects en fait de la précarité sociale. Dernier point un peu généraliste sur l'obésité. En fait, l'obésité sévère, donc, et notamment l'obésité massive, donc de grade 3, eh bien, est associée à une diminution de l'espérance de vie, près de 8 ans, près de 9 ans chez la femme et chez l'homme, en dehors de toute séquence infectieuse. On sait que quand vous voyez en consultation une personne avec un IMC au-dessus de 40, il va avoir en moyenne 7 à 9 ans d'espérance de vie en moins. Donc voilà toute une série de raisons pour lesquelles on s'occupe d'obésité sévère, pourquoi il faut détecter et prendre en charge les complications qui sont associées en fait à l'obésité chez les patients qu'on voit en consultation. Alors si on fait un petit rappel des épisodes précédents et qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, eh bien ça c'est un papier de revue de Circulation, un journal de cardiologie. Très rapidement, une petite bébête qui vole, une petite bébête qui ne vole pas, et un humanoïde bizarre qui décide d'embêter les autres et de consommer, d'être en contact avec ces petites bestioles qui n'ont pas demandé grand-chose, en tout cas qui avaient demandé à rester tranquilles, mais on a décidé d'en faire autrement. Alors, la conséquence de tout ça, cette partie-là, ce n'est pas mon métier. En fait, mon métier, il arrive à ce moment-là. C'est une maladie qui se manifeste par des choses en fait extrêmement généralistes, hein, si on résume un peu la situation, de la fièvre, de la fatigue, des frissons, donc globalement entre rien et quelque chose qui ressemble à la grippe. Mais en fait, c'est surtout la moitié des patients qui sont asymptomatiques ou paucisymptomatiques et qui, donc, finalement, ont une grande capacité à contaminer les autres, soit dans la phase où ils n'ont pas encore de symptômes, donc dans cette phase asymptomatique qui précède l'expression des symptômes, soit parce qu'ils ne vont jamais avoir de symptômes. Mais c'est là aussi le côté un peu piégeant, et bien sûr tout ce qui est sur cette diapo va évoluer de manière absolument permanente dans les mois et les années. C'est pour ça que les épidémiologistes et les infectiologues sont passionnés par cette maladie. Certains patients vont arriver avec un tableau clinique qui peut ressembler à une gastro-entérite, une diarrhée, des douleurs abdominales, de l'essoufflement, une simple toux sèche. Vous voyez, donc des choses qui peuvent en fait faire rentrer les patients dans le système de soins par plein de côtés différents, par plein de raisons, pour plein de raisons différentes. Et puis, c'est assez intéressant parce qu'il y a eu un papier dans le New England il y a très peu de temps sur le remdesivir, qui est un antiviral, qui disait pas de bénéfice sur la mortalité, mais une diminution significative de la durée de séjour. Et puis, hier ou avant-hier, un papier mis en ligne par l'OMS sur ce même médicament, donc un essai de plus grande ampleur et qui contredit ces résultats bénéfiques publiés juste avant dans le New England, enfin, il y a 15 jours ou 3 semaines, New England Journal of Medicine, pardon. Et une revue de la littérature qui a été mise en ligne ce matin dans le New England, qui dit le remdesivir est utile, alors que ce papier publié il y a 2 jours de l'OMS dit le contraire. Donc, ça va à une vitesse qui est folle, quoi, en fait. Et puis, dernier point, sur cette maladie, un tableau inflammatoire, ce n'est pas le sujet du jour, mais un tableau inflammatoire et on va dire un tableau biologique qui nous montre cet orage cytokinine, des interleukines, des dédimères qui s'élèvent énormément, qui nous disent attention, il y a sûrement une embolie pulmonaire, une ferritine qui nous montre qu'il y a une inflammation. Bref, un tableau un peu aspécifique, mais qui est en faveur d'un profil plutôt pro-thrombotique, pro-inflammatoire. Alors, si je reviens plutôt maintenant dans mon champ d'intérêt, mon champ clinique, et pour vous reconstituer un petit peu l'histoire, en fait, et le remettre en perspective avec la santé publique, on va faire un peu des allers-retours épidémiologie, clinique, santé publique. Il y avait une alerte, en fait, du Haut Comité
de santé publique du 14 mars probabiliste finalement des profils de risque de gens qui ont l'air d'être un peu plus en danger avec ce satané coronavirus. Les personnes âgées, des gens avec de l'hypertension, un antécédent d'AVC, de maladie cardiaque, d'insuffisance rénale chronique, un diabète peut-être, des cancers, bon. Et puis, malgré l'absence de données, sont considérés comme étant à risque des personnes qui ont une immunodépression, la cirrhose, on ne sait pas très bien pourquoi c'est arrivé sur le terrain, et les patients avec une obésité massive, grade 3. Et ça, c'était par analogie avec la grippe A, la grippe H1N1. Alors, est-ce que cette question de grippe H1N1, est-ce que ça avait du sens? Sur quoi ça s'appuyait? Alors, ça m'a fait plaisir parce qu'on avait justement publié il y a presque une dizaine d'années avec un postdoc que j'avais encadré, une revue systématique avec méta-analyse où on montrait que en fait, l'obésité était associée à un risque plus élevé d'admission en réa et de mortalité chez les patients qui étaient infectés par le H1N1 et avec un risque autour de 2, ce qu'on voit sur cette méta-analyse avec IMC au-dessus de 30, mais plus particulièrement IMC au-dessus de 40, avec un odds ratio de 2, de passer en réa ou de décéder de cette grippe H1N1. Et ça date donc de données antérieures à 2011, donc presque une dizaine d'années maintenant. Alors la question, c'est est-ce que l'obésité est plus fréquente chez les patients atteints de la Covid? Alors le côté un peu, on va le formuler exprès comme ça, un peu amusant ou intéressant d'un point de vue de la sociologie des médecins, c'est que pour répondre à cette question, en fait, on s'est déjà aperçu d'une chose, mais qu'on connaissait déjà parce qu'il y a un des grands scandales sanitaires, c'est qu'en dehors de toute question du Covid, c'est qu'on ne s'occupe pas de la dénutrition à l'hôpital. Et ce qui veut dire que quand les patients, en général, quand les patients sont hospitalisés, quelle que soit leur maladie, ils ne sont pas pesés et toisés, donc on ne peut pas calculer leur indice de masse corporelle, et donc on ne peut pas savoir si cet indice de masse corporelle signe une dénutrition ou si ils ont perdu du poids récemment. Donc les choses s'améliorent au cours du temps, mais on s'est rendu compte déjà qu'en majorité, on ne collectait pas ces données cliniques. Alors bien sûr, il y a des bases de données et puis il y a des pays où on collecte ces données, mais ça a été une première étape de cet enseignement. Et d'ailleurs, je vais faire un peu un parallèle, enfin pas un parallèle, mais une image en miroir, parce que autant l'obésité est un facteur de risque de morbimortalité. On va revenir sur ça dans les diapos qui suivent. Mais on s'est aussi rendu compte que cette année Covid engendrait aussi par toute une série, pour toute une série de raisons qui sont fréquentes dans les maladies infectieuses, mais qui sont aussi spécifiques de la Covid, puisque ça entraîne une anosmie et une agueusie chez une partie des patients, c'est-à-dire une perte du goût et de l'odorat, et qu'en fait, ça, c'est des choses bien connues comme étant des facteurs aggravants de dénutrition. Et donc, il y a une deuxième vague, cette fois pas liée au Covid, mais qui est une deuxième vague qui est celle de la dénutrition, qu'on est aussi en train de documenter par des suivis nutritionnels des patients qui sont sortis de réanimation, où on montre qu'il y a une fréquence élevée de la dénutrition et que ça va compliquer les choses parce qu'on sait que la dénutrition, elle augmente la morbidité et la mortalité des patients, quelle que soit leur pathologie sous-jacente. Alors, si on revient sur l'obésité, eh bien, il y a toute une série de papiers, très souvent d'extrêmement, on va dire, mauvaise qualité, qui ont été publiés de manière absolument délirante. Il y a eu une espèce de flux publicatoire de toute petite série de patients avec 5 cas d'un côté, 40 de l'autre, etc. Et puis progressivement se sont accumulées des données issues de bases médico-administratives ou d'outils qui ont été mis à disposition comme l'entrepôt de données de santé de la PHP et notamment l'entrepôt de données de santé Covid, on en reviendra juste après. Donc là, vous voyez en fait ce que nous montrent ces données. Là, c'est une revue de la littérature, une revue, comme on dit, narrative, une revue non systématique, qui a montré qu'effectivement, il y avait une prévalence, une fréquence plus élevée de patients obèses en réanimation. Et en dehors de la réanimation, ça dépend. Ce n'était pas si clair que ça.
On a vu aussi des données qui ont été publiées sous forme de séries écologiques ou approches écologiques qui nous montraient que quand on mettait en parallèle des cartes de l'Italie avec des prévalences de l'obésité et de l'autre l'incidence du Covid, il y avait certaines zones géographiques où il y avait des corrélations. Bon, vous connaissez la qualité de ce genre d'approche, qui sont plutôt des choses très exploratoires, mais sans très grand, on va dire très haut niveau de preuve. C'est plutôt pour générer des hypothèses que faire autre chose. On aurait probablement pu mettre une carte avec la taille des chaussures moyennes dans chacune des régions et l'incidence du Covid. Peut-être qu'on aurait obtenu la même chose. Bref, je vais passer là-dessus. Et puis, il y a des données, bien sûr, beaucoup plus sérieuses, et notamment ces registres de l'ICNARC, qui sont des registres, en fait, des réanimations en Angleterre. Les pays anglo-saxons sont toujours très forts pour collecter en routine ce genre de données. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? C'est des données qui ont été mises en ligne assez tôt, finalement. On voit ici donc des patients hospitalisés en réanimation avec une confirmation d'une infection par la Covid, donc 8600 patients. Et là, des patients avec une infection respiratoire virale non Covid sur une période antérieure, 5700 patients. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette diapo? On voit une plus grande fréquence de l'obésité et notamment de l'obésité sévère chez les patients Covid par rapport à des patients hospitalisés en réa pour une infection virale respiratoire non Covid. Et de la même façon, comparaison avec la population générale, on voit qu'il y a une fréquence bien plus importante de patients avec une obésité de grade 3 pour une infection Covid par rapport à la fréquence de cette obésité en population générale après un apparaît sur l'âge et le sexe. Donc, une série de données qui commencent un peu à s'accumuler à cette période, montrant que oui, il y avait une fréquence plus élevée, et ça s'est vraiment confirmé d'un point de vue clinique en discutant avec les collègues en réanimation. On s'apercevait que les patients étaient franchement obèses. Dans la foulée, des collègues de Lille et de Lyon ont publié une lettre à l'éditeur au Lancet Diabétologie, Endocrinologie, donc des données avec des faibles niveaux d'ajustement, uniquement ajustés sur l'âge et le sexe. Mais quand on regarde Lille et Lyon, on voit, quand on calcule des risques ratios d'être obèses, on voit que les patients qui sont en unité de soins intensifs avec la Covid par rapport à ceux qui n'ont pas la Covid et qui sont en réanimation ajustée sur l'âge et le sexe, il y a très clairement un surrisque de 1,69 ici et des 2,86 ici à Lille. Pourquoi c'est aussi différent? Eh bien, parce que probablement les niveaux d'ajustement sont insuffisants. Mais globalement, le message, c'était pour dire que oui, quand on était obèse, on avait un surrisque d'être hospitalisé en réanimation avec la Covid. On voit aussi sur ces données qu'il y avait un surrisque d'avoir recours à la ventilation mécanique, c'est-à-dire d'avoir une forme plus grave finalement de prise en charge par les réanimateurs quand on avait une obésité importante. C'est ce que vous voyez sur cette diapo. Donc ça ici, c'est le recours à la ventilation mécanique en fonction donc, du niveau d'indice de masse corporelle. Donc, finalement, toute une série de données un peu descriptives, mais concordantes sur le surrisque des patients obèses. Alors, nous, on s'est posé la question en prenant un critère de jugement plus dur, donc la mortalité, à partir donc, de données que je vais vous montrer, donc population générale de patients hospitalisés, donc à partir de l'entrepôt de données de santé de la PHP, Assistance publique hôpitaux de Paris, et puis je vais vous montrer deux types de données, une étude transversale qui s'appelait Coronado auprès des patients diabétiques, et puis un énorme registre anglais. Donc on a publié ça durant l'été dans la revue Obesity, donc une revue de spécialité avec toute une série de collègues de l'hôpital de différentes spécialités, dont des réanimateurs, dont des collègues qui font de la méthodologie et qui gèrent les entrepôts de données de santé
comme Anne-Sophie Jeannot, donc, qui est médecin de santé publique et MCU en santé publique. Et puis, donc, avec la mise à disposition de cet entrepôt de données de santé de l'ensemble des hôpitaux de la PHP qui a été mis à disposition avec un appel d'offres qui nous a permis de candidater pour accéder à cette base de données dans lesquelles on a pu donc finalement accéder aux données de 8600 patients hospitalisés avec une infection confirmée par la Covid entre février et fin avril. On a pu avoir plus de 8000 patients sans données manquantes et un échantillon final de patients de 18 à 79 ans de 5795 patients. Alors, c'est des sujets, mais c'est des patients. Et je ne rentre pas dans les détails, mais on a pu faire de l'imputation sur données manquantes. Je crois que ce n'est vraiment pas le sujet du topo aujourd'hui. Alors, en résumé, je vous montre juste une figure qui vous montre le résultat principal qui est encadré ici sur la diapo. C'est finalement donc, le résultat donc, dans un modèle multivarié, l'odds ratio donc, de mortalité associée aux différentes classes d'obésité et qui vous montre que par rapport à notre référentiel qui est celui d'avoir un poids dans la norme, un poids standard, eh bien, vous voyez qu'il y a une relation dose-effet avec l'indice de masse corporelle qui semble clairement s'écarter pour les obésités, donc les plus sévères, de grade 2 ou grade 3, avec un risque de décès de 5, de 6, de 8, dans ces zones-là, de décès si vous avez une obésité très sévère, indépendamment du sexe, qui est indiqué ici, indépendamment de l'âge, je vais y revenir juste après, et indépendamment de toute une série de comorbidités qui sont les maladies chroniques qui étaient signalées comme étant des situations à risque, qui restent significatives en tout cas pour ce qui est du diabète, de la maladie rénale chronique et du fait d'avoir un antécédent de cancer. Donc en fait, l'intérêt de cet entrepôt de données de santé, c'est de collecter les antécédents à partir des codages du PMSI, mais aussi d'utiliser un pipeline qui permet de faire de la lecture de mots-clés dans les comptes rendus d'hospitalisation des patients avec toute une série de limites, mais aussi d'avantages quand on veut répondre à ce genre de questions. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a travaillé de manière assez acharnée, mais on a pu en 3 semaines, avec les collègues STAT, de faire les analyses et de rédiger un premier draft du papier qui a bien sûr ensuite évolué, mais globalement, on a fait ce travail en 3 ou 4 semaines, ce qui est quelque chose d'absolument phénoménal, tout ça en plus de l'activité clinique à l'hôpital. Mais ce qui a simplement pour vous dire que oui, il y a des imperfections dans ces différentes covariables, mais globalement, on a pu répondre à une question clinique de manière ultra rapide et surtout dans des niveaux, on va le voir après, dans des niveaux de risque qui restent très comparables à ce qui a été retrouvé au niveau international. Alors, chez les diabétiques, je vais passer peut-être un tout petit peu rapidement sur cette diapo Coronado, cette étude Coronado qui, en fait, retrouvait l'obésité ici comme étant un facteur de risque indépendant. Donc, c'est une étude transversale chez plus de 1000 patients diabétiques. Et ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est que finalement, eh bien, l'obésité restait associée à un sur-risque quand on prenait un critère composite qui était le décès ou l'intubation en réanimation, ou le décès uniquement. Et que finalement, quand on prenait l'hémoglobine glyquée, qui est un témoin de l'équilibre du diabète, dans cette étude transversale, l'équilibre du diabète ne sortait pas comme étant associé à ni ce critère composite, ni le décès, alors que l'obésité, oui, restait associée. Et puis, il y a eu les anglo-saxons avec le marteau-piqueur classique qui nous donne le vertige, 2 874 000 personnes. Donc, vous voyez qu'on est toujours dans des niveaux de taille de population absolument incroyables. Donc, une étude prospective en Angleterre. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette étude? Alors là, sur cette diapo, vous voyez probablement rien, mais c'est donc un
un diagramme qui vous permet de voir en fait l'ensemble des différents facteurs de risque connus. Et donc ici, il s'agit de patients diabétiques de type 2, donc la forme la plus fréquente de diabète. Et qu'est-ce qu'on voit donc sur ces données qui mettent en relation donc, ces facteurs, ces paramètres avec la mortalité? Je vous fais un agrandissement de cette partie-là de la diapo. On voit ici ce que je vous disais un peu en introduction, c'est le lien avec la mortalité associée à ces différents niveaux d'obésité. Et chose intéressante, vous voyez qu'on retrouve quelque chose d'extrêmement classique en médecine, en épidémiologie de la nutrition. C'est une courbe en U ou une courbe en J, suivant les publications, c'est décrit de manière différente, entre l'obésité extrême d'un côté et puis de l'autre côté du spectre de la corpulence, la dénutrition, qui est associée à la mortalité comme on le retrouve dans pas mal de paramètres de santé. Alors, maintenant qu'on a vu cette espèce d'avalanche de données épidémiologiques, est-ce qu'on a des raisons de penser que, effectivement, l'obésité pour de vrai, est-ce qu'on a des pistes pour comprendre pourquoi l'obésité serait associée à une surmortalité? Bien, le premier point, et ça c'est quelque chose de passionnant, mais qui n'est pas directement le sujet du jour, mais vous allez voir que si, quand même, un petit peu. Quand on parle d'obésité, on parle de tissu adipeux, et en fait, ce tissu adipeux, vraiment en 30 secondes, il y a des séminaires entiers là-dessus pendant plusieurs jours, donc vraiment en 30 secondes, simplement pour vous dire que vous connaissiez le tissu adipeux qui est sur le ventre, hein, quand on prend du poids. Mais en fait, ce tissu adipeux, il est présent absolument partout dans le corps, que ce soit à l'intérieur du foie, on en a parlé, à l'intérieur des muscles, autour des organes dans le ventre, autour du cœur, qu'on appelle la graisse péricardiaque ou la graisse épicardiaque. Donc, c'est deux types de tissus adipeux différents. Il y en a autour du rein. Bon, bref, il y en a partout. Et en fait, chaque tissu a des caractéristiques métaboliques différentes. Ce tissu adipeux, il peut grossir, il peut se multiplier comme à n'importe quel tissu. Donc, c'est un tissu qui est vivant, il s'hypertrophie, il s'hyperplasie. Il est entouré de plein d'autres cellules qui sont capables de produire des cytokines pro-inflammatoires. Donc, vous voyez que là, on rejoint très directement le sujet. Et ce tissu adipeux, il est vascularisé. Et donc, vous voyez que, en fait, quand on prend beaucoup de poids, quand on arrive dans des stades d'obésité sévère ou massive, eh bien, ce tissu adipeux, il va progressivement s'inflammer, il va se fibroser de manière importante. Et là, vous voyez qu'on rejoint très directement ce qui a été évoqué comme une des hypothèses pour expliquer ces notions de lien avec le SARS-CoV-2. Donc là, on revient à nouveau dans notre thématique du jour, et vous voyez qu'en fait, ce tissu adipeux, eh bien, il peut très bien être un réservoir en fait pour à la fois la dissémination virale, pour l'activation virale, pour l'amplification cytokinique, avec une élévation des adipokines pro-inflammatoires, et notamment l'IL-1, et vous avez vu peut-être passer dans les journaux scientifiques ou dans le grand public des publications qui mettraient en cause spécifiquement l'IL-1 dans la gravité de cette maladie. Mais il y a aussi un autre aspect qui est l'expression du récepteur à l'enzyme de conversion qui est impliqué dans l'hypertension artérielle, et ça a été évoqué, on va y revenir, parce que dans le tissu adipeux, il y a un récepteur à l'enzyme de conversion. Alors, l'autre chose, de manière très généraliste, je vous ai mis une diapo d'une revue de la littérature en immunologie qui montrerait qu'en fait, chez les personnes obèses, et ça c'est en analogie avec la grippe H1N1, il y aurait une élévation donc, de l'intensité et de la durée de l'expression virale chez la personne obèse. De la même façon, on sait que la réponse immunitaire chez la personne obèse par rapport à une personne de poids standard serait réduite, et donc ça pose toute une série de questions justement sur l'efficacité à la fois des traitements antiviraux, mais plus particulièrement des vaccins
qui vont être mis à disposition. J'espère qu'il va y avoir spécifiquement des sous-groupes de population de patients qui vont être inclus dans ces essais vaccinaux de patients en situation d'obésité pour qu'on puisse répondre à la question en fait, de l'immunogénicité, de l'efficacité vaccinale chez ces patients. Alors, je refais un tout petit retour en arrière et vous voyez que ce qui a été dit, c'est qu'il y aurait une implication du récepteur finalement à cette enzyme de conversion qui permettrait finalement l'entrée du SARS-CoV-2 dans les tissus. Et donc, j'aurai un rôle dans toute cette cascade finalement de complications et d'événements biologiques, notamment autour de l'inflammation en lien avec ce récepteur à l'enzyme de conversion. Et donc, la question qui s'est posée, c'est de dire, bah oui, mais justement, on sait qu'il y a de l'enzyme de conversion qui est produite par le tissu adipeux. Et donc, je vous ai montré juste une image de ce screening de tous les endroits où on pouvait voir de l'expression de ce récepteur à l'enzyme de conversion. Et en fait, donc là, dans cette revue en ligne qui a été mise sur ce site de Biorix, donc qui n'a pas été évalué, mais qui a été mise en ligne, vous voyez que finalement, dans le tissu adipeux, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Donc, bon, pour l'instant, c'est des choses pas forcément très confirmées. Alors, vous voyez que finalement, si on remet sur une diapo, alors c'est très pratique parce que comme les gens n'ont pas de données, il y a une foultitude de revues de la littérature qui sont publiées avec des jolies figures qu'on peut ensuite réutiliser pour les topos. Mais globalement, ça correspond quand même un peu à la réalité des hypothèses et des choses qu'on pourrait mettre en avant pour expliquer finalement pourquoi l'obésité est associée à une plus grande mortalité. Donc il y a des événements, bien sûr, autour de l'inflammation, ça on en a largement parlé, une dysfonction des différents tissus endocriniens, et puis il y a des choses qui ressortent, qui ont l'air de s'accumuler maintenant dans la littérature autour de la thrombose, autour de la dysfonction d'organes, autour de ces notions donc, de perfusion des tissus, et puis des choses tout à fait terre à terre, tout à fait mécaniques, qui sont la prise en charge de ces patients en réanimation. Vous avez entendu parler de ces patients qu'on mettait sur le ventre pour les aider à ventiler, parce qu'ils ont une obésité importante, une obésité abdominale importante qui fait que le diaphragme a du mal à bouger. Donc, quand on va faire de l'intubation et de la ventilation, c'est beaucoup plus difficile. C'est bien plus difficile de mobiliser un thorax de quelqu'un qui fait 150, 200 kilos que quelqu'un qui en fait 50 avec les mêmes respirateurs. Donc, ça oblige les réanimateurs à utiliser des pressions ventilatoires plus importantes. Vous voyez, toutes ces choses finalement purement, on va dire, d'ordre mécanique qui font que c'est plus difficile de prendre en charge ces patients, qui vont faire plus souvent des escarres, qui sont des patients plus fragiles et qui vont probablement se dénutrir plus rapidement en réanimation. Donc, il y a toute une série de mécanismes en fait, qui expliqueraient pourquoi les patients obèses sont des patients à risque. Alors, il y a toute une série de choses qui arrivent autour des médicaments antidiabétiques, par exemple, comme la metformine ou les thiazidine-dione, qui ne sont plus maintenant utilisables en France, mais qui sont disponibles dans d'autres pays, qui sont des pistes thérapeutiques. C'est des choses complètement farfelues pour l'instant. Il y a très, très peu de données là-dessus. Et si on refait un lien avec la santé publique, on a abordé ça un petit peu au début. Donc, notre société savante, l'Association française de recherche et d'études sur l'obésité, la FERO, a émis des recommandations fin avril pour dire, voilà, peut-être que finalement, on n'a peut-être pas suffisamment de données, mais on va mettre en place des choses pour protéger les patients. Donc, un arrêt de travail à titre préventif, inciter au confinement chez les personnes avec les obésités les plus sévères. Donc, c'est finalement des choses qui ont été très pragmatiques, plus ou moins basées sur les preuves, mais qui ont essayé de faire en sorte de protéger les populations de patients avant finalement d'avoir le plus d'informations disponibles. Donc, si on fait une conclusion un petit peu, un peu synthétique sur ce qu'on a vu dans ces différentes diapos et puis permettre de la discussion,
Je pense que les données sont vraiment maintenant assez claires pour dire qu'il y a une prévalence plus élevée en fait, en réanimation de patients obèses par rapport à des patients qui n'ont pas la Covid, qu'il y a un recours plus fréquent à la ventilation en réanimation, qu'il y a un recours qu'il y a une mortalité plus importante par rapport à des patients de poids standard, et ça c'est indépendamment du fait d'être diabétique. Je vous ai montré toute une série de diapositives qui pouvaient nous questionner sur l'existence d'une physiopathologie particulière. Peut-être que ça passe par un risque thrombotique plus important, peut-être que ça passe par l'orage cytokinique, on ne sait pas encore. Et puis, il y a donc toute une série de questions qui restent non résolues. Est-ce que c'est le poids lui-même ou est-ce que c'est la composition corporelle? Par exemple, le fait d'avoir une fonte de la masse maigre et pas uniquement du poids finalement. Donc, on va perdre de la masse musculaire, on va avoir un impact sur la dépense d'énergie, on va être moins capable de résister à une infection. Donc, comment on renutrit aussi ces patients, qu'ils soient obèses ou non obèses, parce que vous savez qu'on peut être obèse et dénutri. Donc, c'est toutes ces questions qui se posent. Et puis, il y a une question de santé publique plus générale. Il y a eu un article dans Le Monde qui a un peu évoqué ça, je crois que c'était mardi, de l'impact au retard de la prise en charge des patients, qu'ils soient obèses ou qu'ils aillent vers une chirurgie de l'obésité. Comment on organise les soins? Vous voyez maintenant des annonces autour de la déprogrammation des hospitalisations pour faire face à l'épidémie. Est-ce qu'on va augmenter la mortalité des patients parce qu'ils sont à domicile et ils ne sont pas pris en charge? Voilà, il y a toute une série de questions comme ça qui ne sont pas encore bien claires. Alors, juste pour terminer, deux dernières diapositives. Il y a un programme de santé publique qui est en cours, qui a débuté l'année dernière et qui court jusqu'à 2022, qui s'appelle la feuille de route obésité, et donc dans laquelle finalement il y a toute une série d'axes de prise en charge qui vont être mis en place depuis l'organisation des soins, la formation et puis l'innovation et la recherche. Donc moi, je suis en charge avec une collègue lyonnaise, le professeur Martine Laville, d'organiser cet axe pour cette feuille de route obésité, mais vous vous doutez que tout a été un peu ralenti avec cette épidémie. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là et puis on va peut-être prendre un petit peu de temps pour discuter. Je vous remercie. Effectivement, merci Sébastien pour cette présentation très vivante et complète et très informative sur la relation entre obésité et Covid. Donc, j'invite ceux qui veulent poser des questions, soit de lever la main, soit tout simplement d'intervenir directement. L'effectif, on peut se permettre d'avoir une discussion plus libre. Oui. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Dans les études que vous avez présentées, donc vous avez des études globales sur des cohortes de patients. Est-ce qu'au niveau clinique, vous avez des observations sur certaines pathologies particulières ou je ne sais pas, des polypathologies qui feraient ressortir des catégories encore plus à risque et qui pointeraient éventuellement vers certains mécanismes? Alors, je pense qu'il y a vraiment un axe peut-être qui a l'air de ressortir et qui est finalement l'énergie, je pense, va être vraiment mise autour de ça. C'est les pathologies thrombotiques. Ce qu'on a l'air de voir, c'est qu'il y a clairement un surrisque d'embolie pulmonaire, de thrombose veineuse périphérique, donc tout ce qui va être associé au vaisseau finalement. Et ça va être un des axes, je pense, à la fois de recherche vraiment plus de physiologie et d'épidémiologie sur lequel il va y avoir beaucoup de recherches. Après, moi, je m'interroge aussi sur des choses que je trouve passionnantes, et là, je sors totalement de mon domaine de compétences parce que je ne fais pas du tout d'immunologie. C'est des observations autour de nous, quoi, des personnes qui, dans une même famille, deux personnes vont être touchées et la troisième ne va pas être touchée.
alors qu'ils vivent au quotidien avec ces personnes. Donc, des choses autour de comment se transmet cette épidémie. On a l'impression que certaines personnes ont l'air d'être protégées, même si, sans aller vers des choses de magie noire, tout en mettant un masque, certaines vont être touchées, d'autres peut-être vont être exposées, mais ne vont pas présenter les symptômes. Est-ce qu'il y a des seuils de charge virale qui sont nécessaires pour développer l'infection? Et puis, des cas qui commencent à être décrits dans la littérature de gens qui ont été malades, qui ont eu une PCR négative et qui ont à nouveau une PCR positive, et avec des symptômes. Donc, voilà, pour vous donner un exemple, il y a une cohorte biologique qui est mise en place actuellement dans mon hôpital où, sur la base du volontariat, les gens peuvent venir, enfin les soignants peuvent venir se faire prélever de manière itérative, parce qu'on a besoin de pouvoir décrire l'histoire naturelle de la maladie. Est-ce qu'il va y avoir des personnes qui vont être positives, devenir négatives, redevenir positives, ou avoir juste une diminution progressive des taux d'anticorps, mais potentiellement sembler être protégés. Donc, voilà, on n'a pas... Tout n'est pas très clair quand même pour l'instant. Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pour ça que c'est passionnant. Bérengère. Oui, bonjour. Donc, merci pour cet exposé. Merci. Alors, dans On n'entend pas très bien. On n'entend pas très bien. Bon, merci pour cet exposé. Dans les journaux ou les médias grand public, Ça va. On a vu des liens entre obésité et microbiote. Est-ce que du coup, il y a aussi un lien, le lien avec le coronavirus pourrait être selon ce microbiote ou pas du tout? Où en sont les recherches? Alors, plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est que vous pourriez inviter une collègue qui est le professeur Karine Clément à la Pitié-Salpêtrière pour parler de ça, parce que c'est son sujet de recherche, le microbiote. Donc ça, c'est le premier élément de réponse pour vous dire que je ne suis pas compétent dans le domaine. Le deuxième, c'est qu'il faut peut-être aussi se méfier d'un travers qui est de se dire à chaque fois qu'on ne comprend pas quelque chose, ça doit venir du microbiote, comme il y a 10 ans, on avait un petit peu la même chose avec la génétique, quoi. Finalement, tout va être expliqué par la génétique. Là, tout va être expliqué par la flore intestinale, voire même par la génétique de la flore intestinale. Donc, je ne sais pas, là pour l'instant, en fait, on est confronté à une petite bébête qui est un virus qui a l'air de toucher beaucoup la respiration. Donc, bon, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup plus d'éléments sur cette question du microbiote, mais je pense que vous pourriez inviter ma collègue. Ok, merci. Merci Sébastien. Est-ce qu'il y aura d'autres questions? Moi, j'aurais une autre question encore. Moi, j'aurais juste une autre question, si c'est possible. Mais oui, bien sûr. Après, donc parmi les facteurs de mortalité, vous avez inclus beaucoup de maladies. Et quid des maladies auto-immunes? Est-ce que, parce que je ne l'ai pas vu inclus dans les choses, est-ce que c'est un facteur de plus de morbidité, ou est-ce que, puisque le virus agit sur le système immunitaire, doit bien y avoir... Je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment des données hyper évidentes sur ça pour l'instant. En revanche, alors je vous fais une question un peu, une réponse un peu détournée. Ce qui n'est pas très simple, c'est par exemple les patients qui ont des maladies rhumatologiques auto-immunes, donc spondylarthrite ankylosante, polyarthrite rhumatoïde, et c'est des patients qui sont traités par des biothérapies. Et donc des médicaments qui vont agir sur le système immunitaire. On peut imaginer que ces patients peuvent avoir une plus grande sensibilité, fragilité face à une infection en général. Donc ça, ces infections, elles peuvent déstabiliser finalement l'équilibre de leur traitement, donc leur maladie, donc les mettre à risque pour des infections respiratoires. Vous voyez.
Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose de très systématique et qu'on verrait tous les patients diabétiques de type 1 parce qu'ils ont une maladie auto-immune avec des anticorps qui ont détruit leur pancréas et qu'on les verrait tous arriver par centaines aux urgences? On n'a pas vu ça. Voilà. Après, voilà, les données, elles vont s'accumuler au cours du temps. Ce qui est pas évident finalement, c'est qu'il y a tout dire aux personnes, restez chez vous, c'est dangereux. Donc, oui, de manière très concrète, nous, dans notre secteur d'hospitalisation, eh bien, on a tous les jours des patients qui ne viennent pas en hospitalisation parce qu'ils ont peur de venir. Donc ça, c'est voilà, c'est aussi la conséquence des messages sanitaires qui sont donnés. Donc parfois, on a du mal à dire est-ce que la personne n'est pas venue parce qu'en fait, elle est malade ou elle est hospitalisée, ou c'est juste parce qu'elle a peur de venir. Ok, merci. Merci aussi. Donc, il y a eu 2-3 collègues dont les enseignements commençaient. Donc, Bien sûr, ouais. C'était le deal, c'était 1 heure. Par contre, aussi une question, donc, justement, donc, pour les personnes obèses, enfin, au sens que ce qu'on comprend, nous, de leurs facteurs de risque, en tout cas, comment on les protège finalement? Parce qu'effectivement, sur les vaccins, voilà, comme vous dites, voilà, il y a peut-être des études encore plus poussées qui sont nécessaires, donc du temps, et le temps, c'est ce qui manque. Ouais. Il n'y a pas d'antiviraux. En fait, si tu veux, pour nous, l'inquiétude, c'est que très classiquement, les personnes obèses, en particulier les personnes obèses sévères, sont exclues des essais cliniques. Je parle d'une manière générale, hein, ce n'est pas spécifique à la Covid, parce que, en fait, comme c'est des personnes à risque, on préfère les exclure, comme on exclut, par exemple, les femmes enceintes dans les essais cliniques. Mais sauf que là, on a besoin d'avoir l'information de l'efficacité du vaccin spécifiquement chez cette personne. Donc, on a eu une réunion sur obésité Covid organisée par l'OMS la semaine dernière, où ça a été l'occasion de demander à l'OMS de véhiculer des messages pour dire non, n'écartez pas ces patients des essais cliniques, mais au contraire, il faut les garder, il faut essayer de tester les vaccins chez ces personnes-là. Voilà. Après, pour moi, j'ai aussi c'est pas une question, mais c'est un intérêt ou un questionnement vis-à-vis de vos activités de recherche. Je pense que ça serait très intéressant que vous puissiez travailler sur les questions de propagation de l'épidémie en fonction de l'indice de masse corporelle des personnes. Si vous pouvez accéder à ce type de données, je pense que ça serait passionnant de voir comment l'épidémie se propage chez les personnes de poids standard ou obèses sévères. Je ne sais pas si vous pouvez accéder à des bases de données qui permettraient de faire ça, mais je pense que ça serait intéressant. Ben, effectivement, ce n'est pas l'envie qui manque, c'est les données, oui. On a assez peu, on est limité par les mêmes données, hein, effectivement. Et par ailleurs, lorsqu'on fait actuellement des tests, on ne demande pas son BMI. Oui, c'est vrai. Alors, il y a peut-être une solution, une piste, c'est d'exploiter les données. Alors, c'est un peu indirect, mais c'est d'exploiter les données du réseau Sentinelle, qui est un réseau de médecins généralistes Oui. Et qui collecte, à mon avis, ce type d'informations. Vous savez, c'est le réseau qui donne pour la grippe, oui. Voilà, pour la grippe, pour les gastro-entérites, pour toute une série de pathologies infectieuses. Exactement. Et puis une dernière question, parce qu'il faut qu'on s'arrête dans quelques minutes. Oui. Donc là, effectivement, il y a l'obésité comme un facteur de risque, il y a l'âge, et puis on a vu que tu as souligné, par exemple, un mécanisme d'immunité, par exemple sur le vaccin, la réponse immunitaire moins longue. Est-ce que l'obésité et l'âge ont le même mécanisme? Il y a une différence notoire entre les deux comme facteur de risque? Ça, c'est une question difficile. Alors, en fait,
peut-être que ça rejoint un tout petit peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure de la question de la composition corporelle, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand on parle d'obésité, on prend l'IMC, l'indice de masse corporelle, mais on ne tient pas compte de la composition, de la répartition masse grasse, masse maigre. Quand on vieillit, on perd de la masse musculaire de manière physiologique, hein, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie, la fonte musculaire avec le vieillissement qui est physiologique, et cette fonte musculaire, elle peut devenir anormale, trop excessive et engendrer une perte de fonction. C'est-à-dire qu'on a du mal à se lever, on a du mal à faire toute une série de gestes du quotidien. Donc, est-ce que finalement, quand on regarde l'âge et qu'on dit l'âge avancé, c'est un très fort facteur de risque de mortalité par la Covid, est-ce qu'en fait, c'est parce qu'il y a une fonte musculaire et que c'est ça qui est mis en évidence avec l'âge? Donc, ce serait une façon indirecte Un facteur commun. de facteurs pronostiques liés au changement de la composition corporelle. Mais il n'y a pas de données aujourd'hui qui permettent de l'affirmer. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais peut-être… Vous allez peut-être aller manger aussi. Oui, voilà, à propos de nutrition, c'est ça. Je t'envoie, Gabriel, les diapos mis à jour. Et puis, vous avez une diffusion, c'est ça, sur votre intranet ou c'est… Exactement, et ça va être aussi sur le site du Dauphine. Donc, merci encore pour cette intervention, pour le courage d'être venu aujourd'hui après les annonces d'hier. Hein. Oui, voilà. Avec plaisir. Et puis, Donc, on attend les transparents et qu'on va diffuser. Ça marche. Tu préfères un PDF? Tu veux quoi? En pratique, on met un PDF. Ok, ça marche. Je t'envoie ça. Parfait. Merci à tout le monde. Merci. Et bon courage. Bonne journée et bon appétit. À bientôt. Au revoir.